Bonjour et bienvenue dans cette présentation des vidéos portiers d'AWA équipés du protocole SIP. Donc ces vidéos portiers sont disponibles dans la gamme d'AWA depuis un certain temps, depuis quelques mois maintenant, et on va les retrouver sur le site de ByDMS en format villa ou bien modulaire, soit en 2 fils sous forme de kit principalement, soit en IP directement avec des moniteurs ou des platines de rue ou bien des kits ou bien même du modulaire. Donc avec toutes les nouvelles références, donc par exemple DAWA 410N, le N indique généralement que le protocole SIP est supporté. Autrement, vous pouvez le voir dans la référence fabricant avec le -S1 ou le -S2 pour les références fabricants. Le -S1 ou S2 indique que le protocole SIP est supporté. Et donc, si on sélectionne que des produits qui sont équipés ou qui supportent le protocole SIP, ils devraient être compatibles entre eux. Donc, le protocole SIP, qu'est-ce que c'est? C'est un protocole qui permet de créer des sessions entre utilisateurs. Et dans ces sessions, on va faire transiter des données. Donc généralement, dans notre cas, pour de l'interphonie, ça va être de la vidéo et de l'IP. Donc on va voir ça au travers de quelques exemples en vidéo que je vais vous commenter. La configuration d'un kit classique, donc pour les besoins de la démo, j'ai utilisé un kit IP et un kit 2 fils qui étaient d'anciens kits qui ont été mis à jour en version 4.2 pour bénéficier du protocole SIP. Donc, tout d'abord, comment configurer un kit en IP? D'abord la partie VTO, ensuite la partie VTH, donc VTO la platine de rue, VTH le moniteur intérieur, tout en sachant que la platine de rue est l'élément principal de votre système. Donc c'est généralement lui qu'il faut configurer en premier et ensuite configurer les moniteurs, les VTH. Si jamais il vous arrive de faire l'inverse, vous pouvez rencontrer des problèmes liés à l'identification de votre moniteur sur la platine de rue et du coup la communication ne passe pas. Donc ça c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter, c'est pour ça que je me permets de vous dire, dans un premier temps, configurez toujours le VTO avant le VTH, c'est plus simple et vous évitez des problèmes de communication. Donc vous voyez, on va partir du début, c'est-à-dire l'initialisation du périphérique, donc la platine VTO, car c'est le seul périphérique des deux que l'on peut initialiser via le réseau. Pour le VTH, il faudra être directement dessus. Donc là, avec VDP, l'utilitaire de chez DAWA pour les vidéos portiers, on va initialiser le périphérique avec un identifiant, un mot de passe et également une adresse email. Ça, c'est la procédure de base qui existe maintenant depuis plusieurs mois chez DAWA pour à peu près l'ensemble de leurs périphériques. Donc, via VDP-config, on peut l'initialiser sans problème, même si là, il y a un petit défaut, il nous dit que l'initialisation est un succès, il y a juste un problème de synchronisation. Une fois qu'on a initialisé le produit, on va pouvoir accéder à son interface. Sur son interface, on s'identifie. De base, les VTO, VTH sont livrés en anglais. Il faudra donc les passer, comme ici, en français. Le changement de la langue entraîne forcément un redémarrage du périphérique. Le démarrage dans la vidéo vous sera passé. Donc ça dure quelques secondes avant de redémarrer. Et ensuite, on va pouvoir attaquer la configuration de la platine VTO. Donc au redémarrage, on s'identifie à nouveau. Et sur la platine VTO, de base, il n'y a pas grand-chose à faire. On doit confirmer que le système est bien en situation de kit, donc ce qui s'appelle station villa dans ce cas-là. Et on va aller vérifier
hormis la configuration réseau, on va aller vérifier la configuration du serveur SIP. Donc, dans la platine dans un système VTH-VTO est considérée comme étant le serveur de base. Donc, si vous avez plusieurs kits à mettre ensemble, n'oubliez pas que vous aurez une platine à déclarer en tant que serveur et d'autres platines à déclarer en tant que cliente de ce serveur. Donc ça, on va voir un exemple après, dans la suite des vidéos, pour vous expliquer comment on programme tout ça. Donc là, la platine est déclarée en tant que serveur. Donc les informations qui suivent ne sont pas forcément extrêmement importantes, sauf éventuellement les informations concernant l'adresse IP par exemple et le port. Si vous avez besoin de modifier le mot de passe de communication SIP, il se situe ici, dans la rubrique mot de passe. Par défaut, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, le domaine SIP, c'est généralement toujours VDP, sauf si vous l'avez modifié. Et ensuite, le nom de domaine, le nom d'utilisateur ou le mot de passe du serveur SIP seront pour les stations clientes ou les postes clients ceux de la platine qui a été déclarée en tant que serveur. Donc là, dans l'exemple, on a choisi des choses simples, c'est-à-dire admin en identifiant et admin 1, 2, 3, 4 en mot de passe. Donc, on va configurer donc le premier kit, la première platine VTO et la platine serveur. De ce côté-là, on n'a pas de souci, il y a juste à vérifier la config. Donc, on continue, on confirme que la platine soit bien un serveur. Éventuellement, on vérifie les identifiants des moniteurs qui devront être 9900 dièse 01, pardon, dièse 0, dièse 1, etc. Donc ça, c'est à garder en mémoire pour configurer la platine VTH. Donc pour la platine VTH, on va l'initialiser également. Par défaut, on lui rentre un mot de passe qui ne contient que des chiffres et une adresse email en cas de problème avec le mot de passe pour pouvoir le récupérer plus tard. Pour accéder à la configuration du moniteur, vous allez maintenir votre doigt appuyé sur le bouton réglage ou settings dans ce cas, directement, enfin pendant environ 5 secondes. Ensuite, vous allez saisir le mot de passe. Bien entendu, dans la partie réseau, c'est la configuration réseau du moniteur. Donc même segment réseau que la platine généralement. Ensuite, on va voir la configuration du numéro du VTH. On a vu dans la vidéo juste avant que l'on doit utiliser pour le moniteur au moins principal l'identifiant 9901 dièse 0. Donc on rajoute le dièse 0 pour le moniteur maître et on valide. Le serveur SIP, c'est donc la platine VTO. Dans ce cas, on va mettre l'adresse IP de la platine VTO. Le port, c'est 5060. Le numéro de périphérique est déjà entré, c'est 9901-0. Ensuite, en nom de domaine, on va mettre VDP. Et en identifiant mot de passe, on va mettre les identifiants et mots de passe de la platine qui fait office de serveur. Donc admin et admin 1, 2, 3, 4. On bascule le petit bouton on-off pour bien s'assurer que le système est bien reconnu. On va configurer soit la VTO de manière manuelle, soit on va faire une recherche et l'ajouter directement en lui renseignant bien son identifiant et son mot de passe. Une fois que tout est fait, en haut à droite, et si c'est fonctionnel, on voit qu'on n'a plus d'erreur de communication. L'adresse IP est bonne, la config du VTH est bonne, la config du serveur SIP est bonne également. La config de la platine VTO est bonne et on l'active. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir réaliser un test. Donc là, vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement, c'est un kit d'ancienne génération avec le switch au centre qui vous permet d'avoir l'alimentation de vos deux périphériques. Maintenant, la plupart des périphériques VTO ou VTH de Dahua sont directement PoE, avec un PoE, tout ce qui est de plus classique. Donc vous pourrez utiliser des switches normaux pour interconnecter vos ensembles de vidéos portiers. Donc au niveau du test,
On fait un appel sur le bouton, le VTH sonne, on décroche, on déverrouille la porte et la config est terminée. Donc vous pouvez vous rendre compte dans cette vidéo que là, par rapport à la vidéo précédente, le moniteur est passé en français. Donc si ça vous arrive, il ne faut pas paniquer, il faut juste redémarrer l'ensemble, enfin au minimum le VTH, pour qu'il prenne en compte le fait d'avoir passé la langue en français. Autrement, dès qu'on le fait et que l'on continue la configuration après l'initialisation du périphérique, le système reste en anglais. Ensuite, pour terminer la config de base d'un kit VTH-VTO, on va avoir la partie application. Avec IDMSS+, on va ajouter de manière tout à fait classique un périphérique en scannant son QR code que l'on va trouver sur la page web de la platine VTO. Donc on scanne le QR code, on choisit VTO, parce que c'est une platine de rue, on lui donne un nom, on lui renseigne l'identifiant et le mot de passe. Donc l'identifiant, le nom, l'identifiant, le mot de passe, admin 1, 2, 3, 4, et on va se connecter au système. On récupère la vidéo, on peut dialoguer et éventuellement débloquer la porte si besoin. Ensuite, pour la partie notification, on va se rendre, je vais reculer un petit peu, on va se rendre dans la partie laisser message de l'application pour activer les notifications sur notre nouveau périphérique. Donc là, ça a été fait. Il faut juste basculer le bouton. J'ai fermé l'application. En faisant un test avec le vidéo portier, on va voir la notification apparaître et on va pouvoir prendre la main directement sur le VTO depuis le téléphone et éventuellement déverrouiller la porte. Voilà. Rien de plus compliqué que ça. Il suffit juste de basculer le bouton dans la partie laisser message de l'application IDMSS+. Donc voilà pour la config de base d'un kit VTO, VTH classique en protocole SIP. Maintenant, on va voir comment ajouter un VTH secondaire, donc un moniteur intérieur secondaire, par le biais de 3 petites vidéos. Donc de nouveau, on va avoir l'initialisation du deuxième périphérique, donc on va lui renseigner le mot de passe, le confirmer et lui renseigner une adresse email pour éventuellement récupérer un code de sécurité et modifier le mot de passe si on l'a perdu à un moment donné. Donc toujours pour accéder au réglage du périphérique, on va maintenir le bouton réglage appuyé pendant à peu près 5 secondes, saisir le mot de passe de configuration. On vérifie sa configuration réseau et on va déclarer ensuite le VTH en tant qu'esclave. On va déjà lui mettre un identifiant, donc le dièse 1, parce que le dièse 0 est déjà utilisé. On le définit en tant qu'esclave et on va lui dire que l'adresse IP du moniteur principal est celle du VTH précédent, c'est-à-dire la 205 dans ce cas. Et on va rentrer identifiant et mot de passe du moniteur principal, donc admin et 6x8 dans ce cas. Le serveur SIP, à l'instant, n'a pas été rafraîchi, donc là je reviens en arrière pour confirmer que ma configuration soit bonne. Et si on prend serveur SIP, de nouveau, on se rend compte que la configuration est rafraîchie, que le deuxième VTH a communiqué avec le premier VTH, le VTH principal, qu'il a pris l'adresse IP du serveur SIP, qui est celle de la platine VTO principale une fois de plus, avec
tous ces éléments, c'est-à-dire le port, le numéro d'identifiant du VTH sur lequel on se trouve, le mot de passe cible qui est par défaut 1, 2, 3, 4, 5, 6, le nom de domaine, l'identifiant et le mot de passe de la platine de rue principale qui fait office de serveur. Donc on confirme encore une fois en basculant le bouton état, et ensuite on va confirmer ici le fait de fonctionner avec la platine de rue principale. Donc, les informations ont directement été récupérées depuis le moniteur. Pour le moniteur secondaire, les réglages sont terminés et on va pouvoir passer à la phase de test. Donc ici, j'ai ma platine principale, mon moniteur en IP, mon moniteur en 2 fils. Je fais un appel, j'ai mes 2 moniteurs qui sonnent et sur lesquels je peux dialoguer. Donc premier test avec le moniteur du haut qui est le modèle IP. Deuxième test avec le moniteur du bas qui est un moniteur en 2 fils. Donc bien entendu, il y a un switch de fils qui n'est pas visible sur la vidéo. Et le switch de fil est relié, enfin, est alimenté par une alimentation 24 volts pour faire fonctionner ce moniteur. Ensuite, deuxième test, puisqu'il est possible de le faire, c'est les appels entre moniteurs. Donc, si jamais on a un moniteur, par exemple, au rez-de-chaussée et un moniteur à l'étage, et qu'on ne souhaite pas se déplacer, on peut faire un appel d'un moniteur à un autre et avoir une confirmation avec une conversation avec un interlocuteur. Voilà le deuxième test, dans le sens inverse. On peut décrocher et dialoguer. Donc rien de très compliqué encore une fois à configurer un moniteur secondaire. Il faut juste faire attention aux identifiants que l'on donne au moniteur. Ça c'est vraiment important parce que si jamais soit vous décidez de les changer par rapport aux valeurs de base qui sont 99, 0, 1, dièse 0, dièse 1, dièse 2, etc. Si vous décidez de les changer, il va falloir respecter ce changement tout au long de la configuration. Autrement, vous aurez des problèmes d'identification entre les périphériques et ça ne fonctionnera pas. Maintenant, on va ajouter une platine VTO secondaire à notre kit précédent, c'est-à-dire donc le kit IP et l'extension en VTH en 2 fils que l'on vient de faire, et confirmer par des tests que ça fonctionne. Donc là, la platine VTO, la deuxième platine VTO est initialisée, on rentre dessus avec l'identifiant, le mot de passe, elle est déjà en français, et on va directement aller dans la config réseau et décocher la case SIP. Pourquoi? Parce que cette platine-là n'est pas le serveur SIP, mais est dépendante de la première platine. Donc dans ce cas, on va rentrer les informations de la première platine, on décoche la case, on choisit comme type de serveur VTO, donc ça c'est la platine qui est déjà existante, on rentre l'adresse IP de la platine, le port utilisé pour la communication sur le protocole SIP, le mot de passe toujours en 2, 3, 4, 5, 6, le domaine SIP VDP, identifiant et mot de passe, ce sont ceux de la platine principale. Donc admin, admin 1, 2, 3, 4. On enregistre. Tout changement dans ce menu-là, le menu SIP, entraîne un redémarrage du produit. Donc une fois de plus, le redémarrage vous aura été passé dans cette configuration-là, dans cet exemple. Donc on vérifie dans le réglage local et on modifie l'identifiant de la deuxième platine, puisque là du coup ce n'est plus 8001 comme la première, mais on va mettre 8002. Et on va pouvoir se déconnecter, la platine étant configurée. Maintenant, on passe sur la platine principale, donc l'adresse IP 1.206, pour ajouter dans cette platine la deuxième, donc la platine esclave. Son numéro, on lui a donné le numéro 8002. Le mot de passe, c'est le mot de passe SIP, donc ça, on ne le change pas. Par défaut, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son adresse IP, c'est 1.204, c'est donc la platine secondaire. Et l'identifiant, admin, mot de passe, admin 1, 2, 3, 4.
la platine est enregistrée dans la platine secondaire, pour préciser, est enregistrée maintenant dans la platine principale et peut fonctionner. Donc au niveau des tests, au niveau de la configuration des VTH, donc sur le VTH principal, qui est celui de gauche, du haut, pardon, on va confirmer dans la configuration des VTO le fait d'ajouter une platine VTH secondaire en lui renseignant son identifiant, son mot de passe et son adresse IP, et éventuellement la nommer. La configuration étant directement transférée vers le moniteur secondaire, donc celui du bas, on va juste vérifier dans celui du bas que l'on récupère bien les bonnes informations. Donc là, on termine de la nommer. On l'active. Et la platine secondaire est configurée dans le moniteur principal. On va vérifier dans le moniteur secondaire si la configuration a bien été prise en compte. Donc on maintient le bouton réglage pendant 5 secondes, on rentre le mot de passe principal. On vérifie que dans config VTO, on ait bien la bonne config. Alors c'est un peu compliqué à lire ici, mais on a bien 204 et on l'active. Une fois que c'est fait, on peut passer à la phase de test et tester les appels entre les platines VTO et VTH. Donc là, on a les appels entre moniteurs. Donc ça fonctionne toujours. On va pouvoir passer aux appels entre platines et moniteurs. Donc là, la platine principale vers moniteur principal, platine principale vers moniteur secondaire. Alors vous me voyez couper le son à chaque fois, donc comme les périphériques sont très proches, ça occasionne du larsen, donc c'est pour ça qu'à chaque fois je coupe le son. C'est pas quelque chose à faire en réalité, hein. C'est juste pour éviter les problèmes pendant la démo. Donc là, moniteur secondaire platine secondaire sur moniteur secondaire, avec le déverrouillage, et platine secondaire sur moniteur principal. Alors, le message échec d'activation apparaît dans ce cas, puisqu'on veut faire 2 activations de la sortie en moins de 15 secondes, qui est la valeur de base dans les platines. Donc c'est pour ça que le deuxième appel, les 15 secondes n'étant pas écoulées, sur le deuxième moniteur, ça m'indique échec d'activation de la sortie. Donc voilà pour la configuration d'un système relativement simple, équipé soit d'un seul kit, soit de 2 kits communs. Donc avec ce genre de système, vous pouvez, alors là je vais parler hors système modulaire de chez Dahua, la configuration est plus ou moins identique. Vous avez juste plus de modules que vous pouvez associer à vos platines de rue, comme un lecteur d'empreintes, un lecteur de badge, éventuellement un digicode, des platines avec un certain nombre de boutons. Donc la configuration est toujours la même, sauf que là on va faire une configuration plutôt par bouton, plutôt qu'une config sur une platine de rue. Après, au niveau des quantités de périphériques que l'on peut interconnecter ensemble par rapport aux caractéristiques de Dahua, donc on peut mettre 20 VTO, pardon, donc 20 platines de rue, avec 10 moniteurs intérieurs. Ça, ce sont les limites imposées par Dahua. On va passer ensuite
à la partie logicielle. Et la partie logicielle avec DSS Express. Donc DSS Express, c'est le VMS de Dawa. Et les vidéoportiers en protocole SIP peuvent être utilisés avec ce VMS qui fera, dans ce cas, office de serveur. Donc là, les platines de rue ne sont plus vraiment des serveurs. Elles ne sont plus des serveurs principaux, en tout cas. Elles deviennent éventuellement des serveurs secondaires en cas de problème de communication avec le serveur principal, qui sera le DSS. Donc, comment ça se passe? Pour la configuration d'une platine VTO, donc on l'initialise, on rentre l'identifiant, on rentre le mot de passe, pardon, et on confirme, on rentre une adresse email pour récupérer le mot de passe en cas de problème. Enfin, non, pas récupérer le mot de passe, mais modifier le mot de passe en cas de problème. Moyennant une configuration IP correcte et après s'être identifié, bien sûr, on va directement aller dans le menu réseau et réglages SIP. Alors là, elle n'est pas passée, vu qu'elle a été initialisée, elle n'est pas en français, donc on la passe en français. Donc le système redémarre. Une fois que le système redémarre, on va se rendre dans le menu réseau. Et dans le menu serveur SIP. Donc là, on décoche. Cette platine ne sera pas le serveur, mais le serveur devient le DSS. On va rentrer l'adresse IP du serveur DSS. Particularité lorsqu'on utilise le serveur DSS, le port de communication est 5080. Ça, c'est de base la config de base du serveur DSS Express. Ensuite, on rentre les identifiants et mots de passe du serveur DSS Express. Et enfin, si on a besoin d'utiliser la platine en tant que serveur alternatif en cas de perte de communication avec le serveur principal, donc le DSS Express, on peut le configurer. Donc là, pareil, lorsqu'on valide, ça entraîne un redémarrage de la caméra. Et puisque l'on a changé le type de serveur par non plus VTO mais DSS, on va pouvoir maintenant configurer le numéro de bâtiment et le numéro de pièce. Donc ça, dans réglage local, on va pouvoir, dans le numéro de bâtiment, mettre par exemple le bâtiment 1, dans le numéro d'unité, mettre le numéro 1. Si jamais on avait un deuxième périphérique dans le même bâtiment, on mettrait 1 et 2, avec le numéro de VTO 8002, etc. Avec un deuxième bâtiment, ce serait numéro 2, platine VTO numéro 1, et toujours en 8001. Donc là, on fait un petit contrôle de la configuration pour s'assurer que ce soit bien correct. Et on va pouvoir passer à la configuration du moniteur. Donc une fois de plus, on choisit la langue, on saisit le mot de passe pour accéder à la configuration. On saisit une adresse email et on va se rendre dans le menu réglage en maintenant le bouton appuyé 5 secondes. On va vérifier également dans le menu réglage la config réseau. Donc là, elle était déjà correcte. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Voilà la config réseau du moniteur. Le moniteur, on va l'identifier. Donc on va lui mettre -0 comme d'habitude, c'est la valeur de base. Et dans serveur SIP, on va mettre les identifiants du nouveau serveur SIP qui est le DSS. Donc là, on va mettre 5080 parce que c'est le port utilisé. L'identifiant est toujours bon. Le mot de passe SIP par défaut est renseigné, c'est toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va rentrer identifiant et mot de passe du DSS. Donc là, l'identifiant dans ce cas, c'est système. Et le mot de passe admin 1, 2, 3, 4. On bascule de nouveau l'état du périphérique pour bien que ça soit mis à jour. Et on va passer à la config de la platine VTO. Donc là, la platine VTO, c'est toujours la même chose. L'adresse en 206, son identifiant, son mot de passe, et on va
l'activer. Donc, hormis le fait d'avoir changé de serveur, non plus pour la platine VTO, mais pour un serveur vidéo quelque part sur le réseau, la configuration est presque identique. Donc là, vous pouvez vous rendre compte qu'en haut à droite, il y a toujours un petit défaut, c'est normal, le serveur DSS n'est pas configuré. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc au niveau du DSS Express, on va aller dans la partie config et activer la gestion des numéros de bâtiment. Donc là, numéro de bâtiment, numéro d'unité, c'est déjà activé. On va se rendre dans la configuration des appareils pour ajouter nos deux périphériques, donc la platine et le moniteur. Donc, au moment de l'ajout, il ne faut pas se tromper avec les identifiants et les mots de passe, bien entendu. Et surtout, il va falloir faire une manip que l'on va voir, c'est-à-dire la récupération des informations des périphériques dans le DSS Express. Donc là, on a ajouté un périphérique. On va ajouter le deuxième. Donc on rentre bien le mot de passe, 6 x 8 pour le moniteur. Et on va pouvoir récupérer les informations. Donc en sélectionnant la config du moniteur, je vais cliquer sur Obtenir info en bas à gauche pour bien que l'identifiant SIP soit remonté correctement et éventuellement renommer mon périphérique. Donc là, il s'agissait du moniteur en version 4. On valide. On fait la même chose avec la platine de rue. On rafraîchit la configuration, on renomme la platine de rue et on valide. Au besoin, on va les mettre dans le répertoire qui convient dans l'arborescence qu'on a créé. Donc là, j'ai un répertoire VDP, donc je les bascule dedans. Et on va pouvoir commencer à tester. Donc directement depuis le DSS, je vais pouvoir appeler ma platine de rue, dialoguer avec quelqu'un et éventuellement déverrouiller l'accès. Donc là, le système est déjà fonctionnel, on a fait un appel, ça fonctionne. Donc là, on peut faire également un appel vers le moniteur. Il va y avoir un test, il va y avoir une prochaine vidéo avec un test pour l'appel du moniteur entre DSS et le moniteur. Pour vous prouver que ça fonctionne, parce que là, effectivement, il n'y a pas le retour du moniteur. Donc là, voilà un exemple de configuration. Je fais un appel directement entre ma platine et mon moniteur. Le DSS Express, lui, est transparent dans ce cas. Il va nous servir uniquement, non pas à réceptionner les appels dans ce cas-là, mais à prendre le contrôle soit de la platine VTO, soit du moniteur VTH directement depuis son interface. Donc là, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va refaire, parce que ça a déjà été fait dans la vidéo d'avant. Donc on prend le contrôle de la platine via le DSS Express, on déverrouille la porte, et là, on fait la même chose avec le moniteur. Et on se rend compte, comme tout à l'heure, on a un appel vers le moniteur depuis le DSS Express. Donc si votre PC hébergeant le DSS Express est équipé d'un micro, vous allez pouvoir dialoguer avec la personne. On peut également, depuis DSS Express, envoyer des messages vers le moniteur. Donc là, je sélectionne mon moniteur, je mets un titre à mon message et je saisis le contenu de mon message. J'envoie le message. Sur mon DSS, dans la partie, c'est un peu petit, mais dans la partie message, j'ai récupéré un nouveau message et je vais pouvoir aller le lire directement sur mon moniteur. On va pouvoir également, avec les moniteurs, gérer des transferts d'appels. Donc de nouveau, on maintient le bouton réglage pendant 5 secondes, on saisit le mot de passe d'accès à la config normale cette fois, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va dans la rubrique transfert.
Là, pour une question de simplicité, j'ai toujours rentré le même numéro, donc le 6 x 8 correspond au numéro d'appel du serveur DSS Express. Et dans ce cas, je vais activer le renvoi permanent d'appel vers le DSS Express. Donc le réglage est fait, on vient au menu principal et on va faire un premier test d'appel. Là, dans ce cas, mon moniteur ne devrait jamais réagir, puisque j'ai fait un renvoi permanent vers le DSS Express. Et là, c'est le cas. J'appuie sur ma platine, c'est directement le DSS qui décroche. Le moniteur est totalement transparent. Et maintenant, je peux prendre le contrôle depuis DSS Express, dialoguer avec la personne qui a appelé et déverrouiller la porte si besoin. Maintenant, le deuxième type de transfert, c'est le transfert sans réponse. Donc, aucune réponse. On a aussi un transfert lorsque la ligne est déjà occupée. Donc, sans réponse, on valide le transfert. Donc, le temps d'appel, j'appuie sur mon bouton de platine, j'ai 30 secondes sur mon moniteur local, c'est la temporisation de base pour répondre à l'appel. Si dans les 30 secondes, je n'ai pas répondu à l'appel sur le moniteur intérieur, l'appel va passer vers le DSS Express. Et là, de nouveau, on va avoir une sonnerie et la possibilité de dialoguer avec la personne qui a fait l'appel. Donc, bien entendu, le troisième type de transfert sur occupé, si jamais on a déjà un appel avec le moniteur intérieur, le deuxième appel passera directement sur le DSS Express, par exemple. Donc voilà comment pourraient fonctionner les ensembles vidéo portiers d'AWA en protocole SIP, soit en mode autonome pour un kit, soit une combinaison de plusieurs périphériques, toujours avec un kit de base, soit avec le logiciel DSS Express. Il existe également la possibilité avec DSS de transférer les appels vers un téléphone portable. Il faut que ce téléphone portable soit équipé de l'application qui s'appelle DSS Mobile for VDP. Une fois que vous avez installé cette application, vous scannez le numéro de série d'un moniteur local, d'un moniteur de votre installation. Ce moniteur, bien entendu, est relié à un serveur DSS. Et l'application DSS Mobile for VDP vous permettra d'avoir un identifiant proche de ceux utilisés par les moniteurs. Donc, je rappelle, c'est 99.01.10.0, 1, etc. de base. Là, le téléphone portable récupère un identifiant de type 99.01.101. Donc ça, encore une fois, c'est la valeur de base. Et lorsque l'on fait des transferts, on peut mettre cette valeur-là à la place du 6 x 8 comme on a vu précédemment. Donc on va mettre 99.01.10.101 pour appeler soit en permanence, soit lorsque la ligne est déjà occupée, soit en cas de non-réponse, directement le téléphone portable d'une personne du site. Donc voilà une autre possibilité de transférer les appels. Nous avons maintenant terminé la présentation de ces produits avec le protocole SIP. J'espère que vous avez appris différentes choses qui vous permettent de configurer correctement vos vidéos portiers, vos nouveaux vidéos portiers d'AWA. Je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.